Et salut! Bon, je crois qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant. J'espère que ceux qui sont là vont bien. Alors, on a Franck qui est dans le chat et qui m'envoie des messages bien sympathiques. Merci Franck. Du coup, oui, je suis toujours ravi d'entendre des échos très sympas sur ce live. Et effectivement, le but c'est d'apprendre le Python dans un objectif SEO. Donc tant mieux si ça vous aide. J'ai croisé pas mal de gens qui m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup, que ça en a motivé certains à se lancer, et donc c'est parfait. C'est exactement le but recherché, donc tant mieux. J'espère que vous m'entendez bien, que la musique est pas trop forte. Faut pas hésiter à me prévenir si c'est le cas. Je vais commencer doucement pour faire des petits rappels des épisodes précédents. Donc, on n'a pas fait de live la semaine dernière parce que j'étais pas là, j'étais au Royaume-Uni pour Brighton SEO et pour un autre événement également, puisque j'ai reçu un peu de swag unique de Brighton. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. Merci à Rebecca si elle regarde ce live, probablement en replay. Merci à Rebecca de OnCrawl. Du coup, on est allé pour la deuxième fois consécutive. On s'est rendu au Brighton SEO en vélo. Du coup, cette fois-ci, c'était avec Rebecca, Berbel et Augustin. Voilà, donc un joli petit voyage en vélo, un peu sportif, mais ça fait du bien. N'hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois. Donc pour le Extra Mile for SEO, tout le monde est le bienvenu. Et puis, plus on est nombreux, plus c'est sympa. Et plus on partage les bons et les moins bons moments, comme les petites crevaisons. Quoi qu'il en soit, je vous encourage aussi, si vous en avez l'occasion, à vous rendre à Brighton pour le Brighton SEO. C'est vraiment un événement impressionnant et très enrichissant. On est vraiment dans un monde différent de celui qu'on connaît en France, avec des interventions toutes très intéressantes. Enfin, peut-être pas toutes, parce que évidemment, j'ai pas pu tout voir, mais en tout cas, celles que j'ai vues étaient très intéressantes. Des intervenants vraiment de haut niveau qui viennent du monde entier, en fait, et pas forcément uniquement du Royaume-Uni. Des choses qui sont parfois beaucoup plus techniques que ceux dont certains de mes confrères français ont l'impression. Et puis l'événement en lui-même est super bien organisé également, avec beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres événements en France. Je pense notamment à des salles où on peut s'asseoir, se reposer, etc. Des codes de conduite, des référents pour aller discuter en cas de problème, ce genre de choses. C'est vraiment très très bien pensé à plein de niveaux, et très inspirant. Donc j'espère que c'est le genre de bons exemples qui ruisselleront jusqu'à chez nous également. On va commencer doucement du coup cette semaine. Hop, je vais switcher. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, on avait commencé à travailler sur un vieux notebook qui est disponible ici, que j'avais créé il y a quelques années pour faire l'analyse d'un crawl Screaming Frog. Et du coup, l'idée cette fois-ci, c'était de traduire, on va dire, ce script pour analyser un crawl non plus depuis Screaming Frog, mais depuis Crawl. Donc Crawl qui est, pour rappel, le petit crawler open source SEO que j'ai commencé à développer il y a quelques années. Il n'avance pas forcément très vite, surtout par manque de temps, mais qui permet notamment de tester quelques fonctionnalités, quelques approches un peu différentes de ce que font d'autres crawlers. Donc c'est basé pour l'instant sur Scrappy et pas Strapi, puisque Strapi est un CMS headless et ça n'a rien à voir.
Donc Scrappy, qui est une librairie de scrapping en Python qu'on aura probablement l'occasion d'aborder à un moment ou un autre lors de ces lives. Même si c'est pas forcément très très utile en réalité d'utiliser Scrappy pour des besoins SEO. En tous les cas, ça reste une bonne base lorsqu'on veut construire un projet un peu plus ambitieux type crawler, notamment parce que ça évite de gérer tout un tas de problématiques qui sont déjà gérées à notre place. Par contre, ça nécessite également pas mal d'adaptations puisque le scrapping pur et dur est une logique assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire pour crawler en SEO. Donc en tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller voir ce projet sur crawl.tech. C'est gratuit, c'est open source, vous pouvez adapter le code à vos besoins et puis pas hésiter également à proposer des améliorations via GitLab ou GitHub. Et puis on aura probablement l'occasion de travailler un petit peu sur ce projet-là et de développer quelques nouvelles fonctionnalités. J'ai une to-do list assez importante à gérer, mais en tout cas, ce serait un bon cas de figure, on va dire. Du coup, donc la dernière fois, on a repris ce notebook, et puis l'idée, c'était donc de parcourir les éléments, d'essayer d'adapter euh, les éléments du script à ce qui concerne crawl, puisqu'on a vu que, par exemple, les noms des colonnes ne sont pas les mêmes, etc. Il n'y a pas forcément pour l'instant énormément de différences, mais ça nous permet déjà de commencer à noter certains aspects et certains ajustements, on va dire. Et puis ça nous permet également d'avoir un exemple un petit peu concret de, par exemple ici, comment je peux créer ce genre de graphique. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Vous pouvez retrouver les replays sur YouTube. En tout cas, on va commencer à continuer ce script. Et du coup, donc la dernière étape qu'on a réalisée ensemble, c'était de regarder, si je relis le code, quels sont les liens internes donc qui ne commencent pas par databull.com, donc qui pointeraient vers l'extérieur et dont le poids est supérieur à 0,5, qui voudrait dire que il serait pas forcément en pied de page type footer, etc. Donc pour rappel, sur crawl, il y a une petite fonctionnalité qui assigne un poids aux liens en fonction de leur emplacement dans la page et plus précisément en fonction de l'ordre dans lequel on trouve les liens. C'est une fonction très très simpliste puisqu'on va simplement donner un poids de 1 au premier lien trouvé et puis descendre progressivement comme ça pour que les derniers liens de la page aient le moins de poids possible. C'est pas forcément une distribution très réaliste et probablement pas utilisée par les moteurs de recherche, mais ça permet déjà de valider le concept qu'on peut facilement utiliser ce genre de description au moment du crawl, ce genre de distribution, pardon. Et puis du coup, l'idée c'est de voir si on peut par la suite imaginer d'autres distributions, d'autres manières de noter les liens. En tout cas, on a cet élément-là, et du coup, ça nous permet ici de regarder où sont les liens qui pointent vers l'extérieur et qu'on met peut-être un petit peu trop en avant dans nos contenus, ou pas d'ailleurs, puisque si je regarde, là j'ai notamment pas mal de liens qui viennent d'articles et qui sont probablement très très, très très légitimes à être là. Et puis j'ai des liens qui viennent de la page de contact, donc, que je renvoie sur Twitter et LinkedIn sur ma page de contact. Je pense que c'est pas inapproprié. Et puis on a un dernier lien ici qui renvoie vers la page du board d'ambassadeur d'OnCrawl, puisque je suis ambassadeur d'OnCrawl, et du coup j'ai un petit lien sur ma page d'accueil vers cette page-là. Donc rien de bien choquant a priori. Attention parce que là j'ai mis un head 10, donc ça veut dire que je n'ai affiché que les 10 premiers liens. Mais si je vire ce truc là, pas sûr d'en trouver beaucoup plus. Vous voyez, ça va être surtout des liens internes dans des articles, donc voilà, ça me choque pas particulièrement et ça m'a l'air tout à fait légitime. En tout cas, ça fait peut-être partie
des petites analyses intéressantes à faire lors d'un audit et auxquelles on ne pense pas forcément toujours, de regarder un petit peu ce qui pointe vers l'extérieur. Pour des choses un petit peu plus concrètes, on va passer à la suite et regarder si on peut faire un export des liens cassés. Alors, il faut que je retrouve le nom de la colonne du status code dans mon data frame links. Et pour ça, je peux utiliser links.columns. En fait, l'attribut columns est tout simplement la liste des colonnes. Donc ici, j'ai la liste des colonnes et je vois que je n'ai pas l'attribut du code réponse de ma cible. Ce qui va nous amener du coup à un cas assez intéressant. Je vois qu'Yannick est arrivé. Salut Yannick. Du coup, un cas assez intéressant ici puisque on veut pouvoir avoir directement dans notre dataset, dataframe pardon, links. Je vais nous le réafficher pour mémoire. Ce serait intéressant d'avoir, en plus de la source et de la cible, le code réponse de la cible. Et pour ça, on va pouvoir utiliser une fonction que je crois qu'on n'a pas encore vue sur Pandas, qui s'appelle merge. Il fonctionne un petit peu comme, pour ceux qui ont fait du SQL, un peu comme des join, donc notamment left join, right join, etc. Ou alors pour ceux qui font plus facilement du Excel ou autre tableur, merge Simpson exactement. Ça va beaucoup ressembler à du recherche V par exemple ou à du index pour les utilisateurs un peu plus avancés d'Excel. En tout cas, ça va nous permettre de mettre en correspondance des infos qui sont dans un premier data frame avec d'autres infos dans un autre data frame en fonction d'une clé de correspondance. Donc typiquement ici, moi ce que je veux, c'est merger mon data frame links avec le data frame qui s'appelle crawl. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quelles sont les colonnes qui m'intéressent. Ah, il s'appelle pas crawl. Ah oui, il s'appelle URL. Ça commence bien. Hop, voilà. Alors, donc mon data frame URL, recherche V, c'est la vie. Oui, alors tu vas voir que merge, c'est plus que la vie, c'est la survie, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus puissant puisque ça permet, ne serait-ce qu'un premier point, ça permet de traiter des données beaucoup plus massives sans risquer de faire planter Excel, comme ce qui m'arrive à peu près à chaque fois que j'utilise Excel. Et puis ça nous permettra également, si on va voir la documentation après, des approches un petit peu plus avancées qu'un simple recherche V. En tout cas, voilà, dans mon data frame URL, moi ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer donc l'URL parce que je vais m'en servir comme clé de jointure. Je vais également récupérer le response code. Et je pourrais me poser la question ici de savoir s'il n'y a pas d'autres colonnes que je serais intéressé de récupérer. Je pense par exemple notamment à un niveau de profondeur par exemple, donc le level qu'on voit ici. Ça pourrait être également d'autres infos. Mais pour l'instant on va rester sur des choses assez simples, donc on va se contenter de ces deux colonnes là. Hop. Et du coup, on va aller regarder, juste pour la forme, la documentation de la fonction merge de Pandas. Alors pourquoi c'est si lent? Ah voilà. Salut Simon. Left on, right on, exactement. En gros, donc il y a plein d'arguments qu'on peut utiliser dans cette fonction-là, qui vont par exemple nous demander. Alors je cherche pas, hein, Simon, je montre la documentation pour essayer de prendre des bonnes habitudes. C'est intéressant d'aller regarder les docs, comme disent les développeurs, RTFM, Read the fucking manual. Et en tout cas, voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut utiliser.
concrètement, il y a, 2 choses qu'on a utilisées, de manière, implicite, on va dire. C'est les 2 premiers éléments qui sont left et right. Et oui, j'ai l'accent de Brighton, peut-être pas autant que d'autres, mais après une ou 2 pintes de bière, on a tous le bon accent. En tout cas, voilà, donc left et right, c'est tout simplement, les éléments qu'on va fusionner ensemble. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont implicites, c'est-à-dire que si je reviens sur mon data frame, hem, l'élément left qui est links, bah, est implicitement nommé ici et puis l'élément right est nommé également. Bref, ce petit point anecdotique. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est les autres arguments de la fonction, donc notamment le premier qui est obligatoire, qui s'appelle how, qui définit le type de fusion qu'on veut réaliser. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs manières de fusionner les choses. Concrètement, ce qu'on va le plus souvent utiliser, ça va être la fusion en mode left, donc l'équivalent d'un left join en SQL, pardon, ils nous disent même que c'est un left outer join. Bref, je suis pas un expert SQL, mais en gros, ça va prendre uniquement les éléments du premier data frame qu'on a spécifié. Donc ici, typiquement, si je fais un how again left, il va prendre toutes les lignes qui sont dans source et aller chercher pour chacune de ces lignes-là une correspondance dans le data frame URL. Alors, comme le dit Simon sur le chat, l'argument how est pas obligatoire, effectivement, puisque par défaut, sa valeur, elle est définie à inner. Donc, inner, ça veut dire que c'est l'intersection des clés des deux data frames qu'on utilise. Donc, ça veut dire qu'il faut que les clés soient à la fois dans celui de gauche et celui de droite. Et puis, on pourrait utiliser également outer pour, en fait, les clés, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, histoire d'avoir le truc le plus complet possible, etc. etc. Moi, personnellement, j'utilise la plupart du temps left ou outer. Je vais rarement utiliser les autres, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça existe parce que dans certains cas, c'est plus précisément ce qu'on veut faire. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le left, tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est indiquer pour chacun de nos liens dans ce data frame links le code réponse qu'on a trouvé dans notre crawl. Donc ça, c'est un premier élément qui va nous intéresser. Et puis ensuite, on a 3 attributs qu'on voit qui sont très similaires, on, left on et right on, qui sont en fait tout simplement les clés qu'on va utiliser pour faire cette jointure-là. Et on a 2 cas de figure plutôt. On a un premier qui est que la clé est commune partout, c'est-à-dire que j'ai le même nom de colonne à droite et à gauche, auquel cas je peux utiliser on. Ou alors on a un nombre de colonnes qui contient la même donnée mais qui a un nom différent côté gauche et côté droite, auquel cas on va utiliser left on pour la colonne de gauche et right on pour la colonne de droite. Donc rien de bien méchant, et nous on est plutôt dans ce second cas de figure. Donc on va dire que left on, ça va être la colonne target, puisque ce qu'on veut c'est le code réponse de la cible des liens. Et puis right on, ce sera la colonne URL. Et du coup, si j'exécute ça, je peux voir que du coup j'ai bien une fusion de mes 2 data frames qui est proposée avec à chaque fois le response code qui est rajouté. Alors, on va avoir déjà 2 problèmes. Le premier, c'est que du coup, on a une colonne URL qui se rajoute, qui nous intéresse pas forcément beaucoup, puisque en fait, c'est tout simplement la même colonne que la colonne target. On aurait plusieurs manières de faire les choses pour éviter d'avoir cette colonne inutile. La première et la plus simple, c'est par exemple d'utiliser drop. Alors je sais pas si on a parlé de drop déjà ensemble, mais si je rajoute ce petit drop URL, il va tout simplement supprimer la colonne URL, et du coup si je réitère l'exécution, on voit que la colonne URL elle a disparu.
L'autre stratégie que je pourrais avoir ici, c'est lorsque je définis mon data frame URL sur 2 colonnes ici, je pourrais également utiliser la fonction rename pour renommer ma fonction URL en target. Ce qui peut être assez intéressant parce que dans le même temps, je peux également renommer ma colonne response code. Donc c'est plutôt ce qu'on va faire ici, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. Donc rename, on va lui fournir un dictionnaire. Donc un dictionnaire, c'est une des structures de données très simples en Python pour ceux qui n'en ont pas encore utilisé, qui fonctionne tout simplement avec des ensembles de clés et de valeurs. Donc là, typiquement, on va lui donner comme clé l'ancien nom de la colonne et comme valeur le nouveau nom de la colonne. Donc typiquement, moi je veux renommer URL en target. Et puis je vais en profiter également pour renommer response code en target response code. Comme ça, c'est bien clair que c'est le code réponse de la cible. Et du coup, ici, il faut que je remplace mes deux arguments par un seul qui est target. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche bien. Alors non, ça marche pas tout à fait en fait. Ah, c'est parce que j'avais oublié un S. Voilà. Donc on a bien le résultat attendu. On n'a pas notre colonne URL qui nous embêtait. On a une colonne response code qui est renommée. Et du coup, on a surtout la possibilité maintenant de trier nos liens en fonction du code réponse de la page cible. Il nous reste quand même un petit détail, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est qu'on a de temps en temps des liens pour lesquels on n'a pas de target response code parce que c'est nos fameux liens externes dont on a parlé tout à l'heure qui nous embêtent un petit peu. Là aussi, alors plein de manières de faire des choses. Une des manières classiques dans ce genre de cas qui peut être intéressante, c'est tout simplement d'utiliser la fonction fillNA. Donc fillNA, en fait, elle va remplacer dans une colonne ou dans l'intégralité du data frame toutes les occurrences de NaN ici. Alors, on voit un NaN de ce type-là. En réalité, ça correspond techniquement à une valeur nulle de la librairie NumPy. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour l'instant, mais en gros, c'est une valeur nulle, voilà. Mais du coup, c'est pas un 0, c'est une valeur nulle, c'est une valeur qui n'est pas renseignée. Et ça peut nous poser plein de soucis dans plein de cas différents, notamment lorsqu'on va vouloir trier des infos, lorsqu'on va vouloir convertir des choses, ce genre de choses-là. Donc c'est toujours intéressant de remplacer ces valeurs nulles par une valeur par défaut. Et ici, alors je vais peut-être pas remplacer ça sur l'intégralité du data frame, mais peut-être simplement sur le target response code. Hop. Et si je fais ça, voilà, j'ai bien du coup mes liens externes qui auront un response code à 0. Alors j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre que 0, hein. C'est-à-dire si je veux faire 999 par exemple. Hop. Ah oui, alors là je vais avoir un problème, c'est que j'ai fait 2 fois le merge, donc ça ne marche pas. Alors on va faire une petite astuce. On va recharger notre data frame links. Vous direz pas que j'ai fait ça, hein. De toute façon, c'est pas comme si c'était enregistré, voilà. Ok, et là du coup, nos liens externes ont un code réponse 999. Donc pour ceux qui connaissent parfaitement les codes réponse HTTP, ils sauront que le code réponse 999 n'existe pas puisque la dernière famille de code réponse s'arrête à 500.
Et puis du coup, on a une suggestion de Yakamo, donc Simon, qui nous dit que il faut faire un filané chaîné avec le DF et de faire un in place. Alors, c'est une autre façon de faire les choses, effectivement. Mais alors, il y a probablement une façon plus rapide que l'autre, techniquement, lorsqu'on traite des gros volumes de données, de faire ça. Mais typiquement, pour vous montrer ce dont Simon parle, le filané. Je vais reprendre mon. On va le faire sur la colonne texte. Ça, ce sera bien. Donc ce truc-là, je peux le faire comme ça, mais en fait, il va rien avoir enregistré, donc ça sert à rien. Et en plus, il me met une erreur. Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis de valeur, d'accord. Je peux mettre none comme ça, voilà. Hop. Alors ça, c'est intéressant, mais en réalité, si je réaffiche links, bah, il aura rien sauvegardé. Voilà, j'ai à nouveau mes NA qui apparaissent dans cette colonne. Et du coup, je peux faire deux choses. Soit je peux lui dire remplace la colonne texte par la colonne texte remplie avec des none à la place des NaN. Et je peux faire également l'utilisation de la fonction fill_na avec un argument qui s'appelle inPlace égale true, qui en fait lui indique tout simplement, en gros, fais-moi ce truc-là sur place directement et garde ces choses-là en mémoire, remplace bien les valeurs. Voilà, donc c'est une petite astuce. Moi personnellement, je préfère utiliser cette syntaxe-là parce que je trouve ça un peu plus clair. Après, c'est une question de choix, je pense. Il y a probablement, comme je le disais, une des deux méthodes qui est peut-être un peu plus rapide que l'autre d'un point de vue purement technique. Mais ça ne m'a jamais posé de soucis personnellement. Et puis, si Simon a la réponse, qu'il n'hésite pas à la partager sur le chat. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de raison particulière d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Les deux sont compréhensibles et tout à fait opérationnels. Bon, en tout cas, on a donc récupéré notre data frame avec nos codes réponses des liens cibles. Et du coup, alors, avant de faire directement un export, ce qu'on peut peut-être commencer par regarder, c'est quels sont les codes réponses des liens ciblés, puisque ça se trouve, il n'y a même pas de 404 sur ce magnifique site qui est databull.com. Et donc, comme on peut le voir, effectivement, je n'ai pas de lien vers des pages qui répondraient en 404. Donc, mon export ne servirait pas à grand-chose. Pour la forme, je vais quand même renommer ici la colonne. Ah, on a la réponse de Simon qui nous dit que inPlace est marginalement plus rapide, mais ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Quant au fait d'économiser ou pas une ligne, alors moi personnellement je préfère avoir du texte un peu plus verbeux mais plus facilement lisible et réutilisable et reprenable ici quelques années après. Mais là encore c'est une question de choix. Finalement peu importe ce que vous choisissez de faire tant que ça marche. En tout cas, pour revenir à nos moutons, donc on n'a pas de lien en 404, donc je peux toujours faire ce truc-là, mais ça va pas marcher. Ou en tout cas, ça va a priori me générer simplement un fichier vide. Voilà, donc il n'y a pas de lien en 404 sur ce site. Il n'empêche que, évidemment, sur d'autres sites, ça pourrait être utile. Et puis évidemment, vous pouvez remplacer ici le code réponse 404 par n'importe quel autre code réponse qui vous intéresse. Typiquement, si je veux exporter la liste de tous mes liens externes, je remplace par 999 ici. Et puis je vais peut-être renommer le nom du fichier d'export également.
mais en tout cas, j'aurai mes liens. Alors, on va le faire pour l'exemple, parce que ça va me permettre également de vous montrer un autre truc. Donc là, j'ai mon export qui a été généré, et si je regarde à quoi il ressemble, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que en fait, j'ai les index des lignes de mon data frame qui sont indiquées, et c'est pas du tout une donnée qui va m'intéresser lorsque je vais manipuler ces infos-là. Donc je peux très simplement rajouter quelques arguments à ma fonction toCSV avec par exemple un petit index égale known. Hop. Et là, si je recharge cette page, ma colonne index, qui en plus n'avait pas de nom, a bien disparu. Il y a un autre truc qui est un petit peu moche ici, c'est que ma colonne de code réponse, elle n'est pas dans le bon format, puisqu'on est sur un type à virgule, un type float, alors que c'est des nombres entiers. Donc là aussi, je pourrais également, lorsque je manipule ma colonne de target code réponse, en profiter pour la transformer en type entier. Alors le hasType, donc c'est une fonction qui tout simplement va convertir un type de, enfin une colonne d'un type de données vers un autre. Donc typiquement ça marche très bien si vous voulez convertir des chiffres à virgule en entier ou ce genre de choses là. Ça marche aussi assez bien si vous avez par mégarde une colonne qui est considérée comme une chaîne de caractères alors que ce sont des nombres. Et puis de temps en temps il y a des bugs, mais ça vous permet du coup de mettre le doigt sur les soucis. Je pense qu'on verra bien assez vite des soucis de ce type-là. Et puis cette fonction, elle a, tout comme la fonction fillNA qu'on a vu tout à l'heure, un argument inPlace égale true. Bonjour écribouille. Hop. Ah, alors du coup j'ai dû une bêtise parce que apparemment hasType n'a pas de inPlace. Ça m'étonne un peu, donc je vais quand même aller voir la doc. Ah oui, effectivement, il n'y a pas inPlace. Donc, on va être obligé de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire qu'on remplace notre colonne par la même colonne en type entier. Et du coup, si je refais maintenant mon export comme tout à l'heure, hop, j'ai bien mes codes réponses qui sont transformés en entier et c'est un petit peu plus joli. Et je crois que je vais me faire attaquer par un chien bientôt, mais je vais essayer que ça n'arrive pas. Alors, hasType, oui, c'est peut-être une dédicace à Assonance, mais je n'en dirai pas plus. Voilà pour ces exports. Alors, dernier petit exemple qu'on nous montre ici dans ce vieux truc, c'est un truc que j'aime bien regarder également lorsque j'analyse des crawls. Est-ce qu'on a des pages qui répondraient avec un code réponse 200, mais qui auraient un titre vide, auquel cas ça peut être un petit problème en SEO. Ici, ça n'est pas le cas. Je pense que la personne qui gère ce site fait un boulot formidable. Je suis sûr que tout le chat sera d'accord avec moi. Mais en tout cas, ça fait partie des choses intéressantes à tester. Et puis évidemment, vous pouvez reproduire ce genre de test sur plein d'autres types de données. On va passer à la suite pour rendre les choses un petit peu plus croustillantes encore maintenant. Et puis pour remettre un petit peu à jour ce script là également. Alors à l'époque, ce que je proposais de faire, si on lit rapidement ce qui est écrit ici, c'était tout simplement d'exporter la liste des URL internes du site pour utiliser un autre script que j'avais, qui est toujours d'ailleurs disponible hein,
sur les internets que vous pouvez retrouver ici. Donc sur ce script-là, en fait, tout simplement prend en entrée une liste d'URL ou de chaînes de caractères, on va dire, et un set de règles de catégorisation basées sur des expressions régulières ou des regex, et non pas regex comme le disent certains anglophones. Et puis en gros, il vous sort la liste des chaînes de caractères avec leur catégorie correspondance. Alors je ne comprends pas la question de Yeka, 1 ou 7. Ok. J'imagine que c'est encore une blague vaseuse. En tout cas, donc ça c'est intéressant, mais en réalité on peut faire la même chose en restant dans notre data frame, donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc l'idée pour nous, ça va être de prendre, de définir d'abord des règles pour dire si tu trouves tel pattern, tel type d'expression régulière dans une URL, donne-lui tel tel nom de catégorie. Hop. Je vais faire ça directement. Donc je vais appeler ça de manière très imaginative rules. Et puis je vais en faire une liste de listes. Peut-être qu'une des premières règles qu'on peut se dire, c'est que si j'ai uniquement ce pattern là, donc si en gros le path de l'URL c'est juste un slash, ça veut dire que c'est la home page. De mémoire, sur ce site on devrait aussi pouvoir retrouver un /fr qu'on va pouvoir nommer fr. Il doit y avoir un /log aussi. Et puis, on va pas se prendre la tête. On va se mettre un petit point étoile pour le reste. Voilà, donc on a nos règles qui sont définies. On va devoir également transformer nos URL en pass, parce que je ne crois pas qu'on ait déjà cette colonne-là dans notre data frame, voilà. Donc là, concrètement, si je regarde, en fait, j'ai que l'URL complète, et moi, ce que j'ai spécifié ici, c'est des passes. Alors pourquoi je fais ça? Une question d'habitude, certes, mais aussi une question un peu pratique. Tout simplement, lorsque vous allez rajouter des infos qui viennent, par exemple, de Google Analytics, vous n'avez pas l'URL complète en fait dans les exports de Google Analytics, vous avez que le pass. Et du coup, soit vous reconstruisez l'URL côté Google Analytics, soit en fait vous pouvez très simplement ici créer une nouvelle colonne dans notre data frame qui va simplement extraire le pass de l'URL. Et pour ça, il y a des fonctions assez simples en Python pour le faire. Alors typiquement, on va se créer une petite fonction. Donc je ne sais pas si on a déjà créé des fonctions ensemble, mais c'est peut-être une première. Une fonction qu'on va appeler getPath qui va prendre une variable qui sera une URL. On va lui mettre un peu de documentation. Voilà, très très clair. Et puis du coup, cette fonction, on va pouvoir peut-être utiliser... Alors, je réfléchis un peu parce qu'il y a plusieurs manières de faire ça, mais il y a une librairie qui s'appelle URLparse. Je sais plus. Ah, voilà.
Donc en fait, cette librairie qui est intégrée directement au code, au corps de Python, elle permet de parser en fait des URL. Donc on va pouvoir récupérer le host, donc le nom de domaine, etc., l'URL, les différents éléments qui vont nous intéresser. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est notamment le pass. Donc alors, Yakamo nous dit OS Pass. Alors, je connais pas OS Pass, mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose parce que je sais pas, peut-être. En tout cas, moi, j'ai eu l'habitude d'utiliser URL parse. Ok, donc OS Pass, c'est pour parser un pass. Merci Simon. N'hésite pas à intervenir, surtout pour ce genre de choses. Évidemment, c'est une blague. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va importer donc, cette librairie qui fait partie du corps de WordPress. Ouh là là, fatigue là. Du corps de Python, donc on n'a rien besoin d'installer. On va parser notre URL et puis ensuite on va pouvoir récupérer le bon élément. Alors comment s'appelle l'élément? Bah, l'élément s'appelle pass, donc voilà, ça va pas nous prendre beaucoup de temps. Typiquement, bah, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est URL parse de l'URL, pardon. Et puis un simple return. Ça devrait fonctionner. On va tester ça avec hop, est-ce que ça marche? Eh oui, ça me renvoie bien tout au truc, donc c'est parfait. Et du coup, bah, comme vous l'aurez compris en regardant la documentation, donc on peut récupérer le pass, mais on peut aussi récupérer le scheme. Donc le scheme, c'est en fait HTTP, HTTPS notamment, mais ça peut être d'autres choses parce que l'URL, c'est pas réservé au protocole HTTP. Les paramètres, donc tout ce qui va suivre un point d'interrogation, etc. Des fragments, donc tout ce qui va suivre un dièse. Bref, il y a plein de choses qu'on peut récupérer avec cette fonction de parsing. Et également donc le hostname qui va être le nom du host, donc le nom de domaine plus les sous-domaines éventuels, etc. etc. Donc c'est quand même relativement utile. Moi j'avoue que cette petite fonction getPass en réalité je l'intègre à beaucoup de scripts parce que je m'en sers dans plein de choses. On verra peut-être par la suite comment intégrer par défaut des fonctions comme ça qu'on réutilise beaucoup sur un serveur notebook ou bien dans des projets externes. Mais je n'arrive pas à m'en passer, oui, exactement. Bravo Sipai pour cette blague incroyable. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a cette fonction, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une nouvelle colonne dans notre dataframe URL. En utilisant apply. Alors je suis pas sûr qu'on ait vu déjà ensemble cette fonction apply de Pandas. On va aller voir rapidement à quoi ça correspond. En fait, tout simplement, apply va prendre en entrée soit une colonne, soit l'intégralité des lignes du data frame. Et puis nous permettre d'appliquer des traitements en fait sur ces données-là, soit simplement pour afficher des choses, soit pour, comme dans notre cas présent, transformer ça dans une nouvelle colonne. Concrètement, alors il y a plein d'attributs évidemment comme d'habitude. Mais vous allez voir deux cas de figure. Alors je vais essayer de nous trouver des exemples ici.
Voilà, en fait, les cas de figure que vous allez voir le plus souvent, c'est soit, un truc en lambda X ou lambda rho ou lambda quelque chose. On reviendra peut-être une autre fois sur ce que c'est lambda. Mais en gros, qui va simplement définir, la manipulation qu'on veut faire par rapport à X. Et là, je trouve que cet exemple est débile parce que, en fait, quel que soit X, ce qu'on retourne, c'est 1, 2. Je pense qu'ils auraient pu trouver mieux comme exemple, mais bon. Donc on a ces formules-là en lambda, ou alors on va avoir tout simplement un appel à une fonction, soit qu'on aura définie par nous-mêmes, soit qui est présente ailleurs, en fait, une fonction, peu importe d'où elle vienne. J'ai bien fait d'aller voir la doc parce que j'avais oublié le axis égale 1. Donc pour rappel, axis, parce que dans notre data frame, on a deux axes, les colonnes et les lignes, et si on veut travailler sur l'axe il faut bien spécifier l'axe en question. Et oui, ils auraient pu trouver un exemple un peu moins lambda. Je sens que c'est encore la fête au jeu de mots dans le chat, mais au moins ça vous occupe. Alors, est-ce que ça marche? Et non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, ah oui. En fait, j'ai fait une bêtise. Ok. Ok, donc là, j'ai bien mon data frame, et si je regarde tout au bout, j'ai une nouvelle colonne qui est apparue avec à chaque fois le pass de mes URL. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'avoir marché partout. De toute façon, si ça n'avait pas marché, je pense que ça m'aurait balancé une erreur. Et alors on a Ecribo qui fait un PowerPoint et Yakamo qui intègre OpenSearch. Alors je sais pas ce que c'est OpenSearch, j'avoue, mais je compatis dans les deux cas. Bon courage à vous. Cœur. Pour revenir à nos moutons, donc on a deux des éléments qu'il nous fallait pour cette fonction de catégorisation. Mais maintenant, il va falloir faire la fonction en elle-même. Donc là encore, on va créer notre propre petite fonction qu'on va appeler peut-être categorize item, comme ça on pourra le réutiliser pour n'importe quel type de chaîne de caractères et pas uniquement des URL. Donc OpenSearch c'est la version open source d'Elasticsearch. Ah, c'est intéressant. J'irai y jeter un oeil. On en apprend tous les jours. Alors vous aurez remarqué que quand je définis une fonction perso, je fais mes trois petites guillemets là pour décrire ce que va faire la fonction. Ça aussi c'est un truc qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui permet de mettre un petit peu de commentaires, un peu de documentation dans notre code. Et ça permet, si je reviens dans 3 ou 4 ans, ou même 3 ou 4 jours sur mon code, de me rappeler un petit peu de ce que fait cette fonction-là. Évidemment, on peut être aussi verbeux qu'on le veut dans ces descriptions-là. Il y a des bonnes pratiques que je respecte très peu, qui vont vous pousser notamment à décrire ce que sont les arguments qui sont pris en compte par la fonction, qu'est-ce que la fonction retourne, etc. etc. Je vous encourage évidemment autant que possible à respecter ce genre de conventions-là, puisque si elles existent, ce n'est pas pour rien et c'est toujours bien. Mais j'ai toujours du mal à retenir exactement les formalismes, on va dire, donc je le fais toujours un petit peu différemment. Mais voilà, donc pour cette fois-ci, on va dire que c'est une fonction qui... qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'elle va faire, notre fonction? Elle va... elle va chercher à faire un match entre les patterns et l'item. Voilà, on verra si j'arrive à trouver une description un petit peu plus parlante une prochaine fois. En tout cas, voilà.
L'idée, en fait, c'est qu'on va boucler sur la liste des patterns de notre set de rules. Je vais les remettre un peu plus bas pour qu'on s'en rappelle. Tac, tac. Voilà. Donc on va lister sur cette liste de patterns et puis on va regarder à chaque fois si ça correspond à ce qu'on a trouvé dans item. Et si c'est le cas, on va renvoyer le deuxième élément de la liste. Donc pour ça, on peut en fait créer une liste qu'on va appeler, qui va, voilà, je dis n'importe quoi. On va créer une boucle, pardon, qui va en fait sélectionner un item de notre grande liste ici, donc une petite liste, et la séparer directement en deux éléments d'un tuple. Donc on va appeler ça pattern pour le premier et puis catégorie pour le deuxième. Et on peut déjà commencer juste pour s'en donner le cœur net. On va regarder si ça marche. Hop. Voilà, donc il m'a bien séparé le pattern d'un côté, la catégorie de l'autre. Ça n'a pas l'air de poser de problème, donc ça pour l'instant ça marche bien. Maintenant il va me falloir une fonctionnalité de recherche avec des expressions régulières, parce que c'est ce que j'ai mis comme pattern. Et là encore, Python vient à notre rescousse, puisque il y a une fonction, une librairie qui s'appelle RE, qui est intégrée là encore au noyau de Python, qui propose plein de fonctionnalités diverses et variées. Je trouve que sur cette partie de la librairie standard de Python, la documentation n'est pas toujours très facile, parce qu'en fait ils intègrent à la fois des choses qui concernent directement les expressions régulières et quelle est la syntaxe, etc. Et puis les fonctionnalités qui sont disponibles dans Python. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette fonctionnalité, donc re.search, à qui on indique un pattern, donc une expression régulière, une chaîne de caractères dans laquelle on veut chercher, et puis éventuellement des flags. Alors les flags, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est dans la logique des expressions régulières, je ne suis pas là pour vous apprendre des expressions régulières. Je crois qu'il y a eu une intervention assez intéressante d'ailleurs à ce sujet-là lors de MeasureFest. Donc MeasureFest qui est un mini événement, un événement sur une journée qui a lieu juste la veille de Brighton SEO à Brighton. Et donc il y avait une intervention sur les regex, notamment par Myriam Gessier, donc n'hésitez pas à aller regarder, je pense qu'elle a partagé ça un peu partout sur Twitter et LinkedIn, etc. Donc allez regarder ces slides. Je pense que c'est une bonne base de formation sur les regex pour ceux qui veulent s'y intéresser, sachant que c'est évidemment un outil très important dans notre quotidien, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser ça dans Analytics, dans Search Console, etc. En tout cas, on va utiliser cette fonction search. Donc je vais importer RE. Yeka nous partage un lien vers regexlearn. Effectivement, alors il y a pas mal de sites également en ligne pour apprendre les regex. C'est un peu comme le Python pour moi, peu importe la méthode que vous retenez, ce qui compte c'est de vous y mettre et d'apprendre les bases. Et SIPA, il nous partage directement la présentation dont je parlais. Donc c'est exactement ça. Et voilà, en tout cas, voilà. Ce qui compte, c'est d'apprendre les bases et de vous en servir régulièrement, parce que comme ça, vous allez petit à petit progresser. Je pense que dans une logique de SEO, il n'y a pas besoin d'être un killer en regex pour s'en sortir. On a besoin d'avoir quelques notions de base. Et on va jamais beaucoup plus loin que tout ça.
Et puis, bah, si un jour vous avez besoin d'aller plus loin, il sera toujours temps de chercher des ressources additionnelles. En tout cas, du coup, l'idée, c'est que pour notre fonction de catégorisation, euh, si je cherche dans... donc, si je cherche, j'ai vu que c'était pattern string. Donc, si je cherche le pattern dans item et que ça me renvoie à quelque chose, donc, je peux retourner catégorie. Et puis, bah sinon, on va rajouter un no match par exemple. Donc en gros, l'idée ici, c'est que c'est une présentation où il y a Napoléon qui chevauche un pingouin, effectivement. Alors je crois que c'est un délire plein de mèmes, mais peu importe, ça reste un signe de qualité, effectivement. Donc l'idée en tout cas de cette petite boucle-là, c'est que je vais parcourir ma liste. Pour chaque pattern, si je le trouve dans l'item que j'aurais fourni, bah, j'arrête de parcourir la liste en fait, et je renvoie tout simplement la catégorie. Et puis si j'arrive à la fin de la liste et que j'ai rien trouvé, je vais dire bah en fait j'ai pas trouvé de match. Donc cet item là, il n'est pas défini dans les catégories que tu m'as envoyées. Alors il y aurait d'autres manières hein, de catégoriser ça et puis de voir les choses. Ici un des inconvénients éventuels, c'est que bah, un item ne peut appartenir qu'à une seule catégorie. Donc c'est à la fois intéressant dans certains cas et embêtant dans d'autres. Mais comment dire, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'outils. Hein. Et puis ça permet du coup d'avoir des règles qui ne vont pas se chevaucher, on va dire. On pourrait, imaginer d'autres choses, on verra peut-être si vous le souhaitez une autre manière de faire les choses une prochaine fois. En tout cas, bon, ça je peux le virer du coup. Hop, et du coup si je réexécute mon truc, alors ici il me dit que Toto appartient à la catégorie Other, tout simplement parce que bah, en fait je lui ai dit tout ce qui contient au moins un caractère, voire 0 d'ailleurs, tu me dis que c'est Other. Donc en gros, il n'y a normalement aucun cas de figure dans lequel on arriverait sur cette ligne là. Par contre si je rajoutais par exemple simplement un slash, et bah là j'ai bien un no match. Donc voilà. Bon, bref, je vais quand même rester sur Other. Donc comme tout à l'heure, je vais rajouter une colonne catégorie à mon data frame URL. Il veut pas me faire d'auto-complétion. Ah voilà. Hop. Est-ce que si je fais comme ça marche? Non, il veut pas. Alors, là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il veut pas prendre mon argument supplémentaire qui n'est pas dans le data frame, qui sera les patterns. Donc je peux faire la deuxième syntaxe dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, tout simplement, ce que je lui dis, c'est que pour chaque élément dans la colonne path du data frame URL, on va appeler X ici, applique la fonction categorize item avec comme premier argument mon set de règles et puis comme deuxième argument bah, l'élément X en question. Hop. Et du coup, si tout a bien fonctionné, et ça a l'air d'être le cas, j'ai bien la page d'accueil qui est en catégorie homepage, le blog, other, des pages en FR, etc. Donc ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Et puis bah, du coup, je vois qu'il est
presque 18 h, donc je vous propose qu'on s'arrête là pour cette fois. Et on pourra voir la prochaine fois comment utiliser ces catégories-là. Et puis, je pense que ce sera également, si tout va bien, l'occasion d'utiliser une méthode de calcul du PageRank interne, histoire de commencer à faire des choses un petit peu marrantes. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Donc rendez-vous mercredi prochain, toujours à 17 h, donc on sera le 19 octobre si je ne me trompe pas. Voilà, d'ici là, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter, si possible sur Twitter ou sur les autres réseaux. Pardon, et je ferai de mon mieux pour vous aider. Et puis dans tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis j'en profite également puisque demain, demain a lieu à Paris chez Google un meet-up dans lequel d'ailleurs notre chère Écribouille sera intervenante. Donc pour ceux qui sont sur Paris, n'hésitez pas à vous joindre à nous, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur, un lien que vous trouverez assez facilement en traînant sur Google, je pense, ou sur Twitter plutôt. Et puis la semaine prochaine également, on peut plus s'inscrire. Bon, bah, vous pouvez pas venir si vous n'êtes pas inscrit, désolé pour vous. Et puis la semaine prochaine également a lieu le SEO Square numéro 5 organisé par SEMJ. Moi j'ai la chance d'y intervenir le mardi, donc mardi 18 à 14 h 30 pour parler de maillage interne. Je suis présentement en train de plancher sur la présentation justement. L'idée c'est de proposer une méthode pour analyser, optimiser et faire évoluer le maillage interne sur un site, évidemment dans un but SEO. Là aussi c'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire, je crois qu'il y a quelques goodies, etc. à gagner également à la fin. Et puis le line-up est quand même plutôt alléchant. J'avoue que j'ai pas regardé tous les sujets de tous les intervenants, mais j'ai vu des jolis noms passer, donc je pense que ça peut être intéressant à suivre. Voilà, et ben on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!